Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime épisode de Face à Face. Pour clôturer ces 2 magnifiques années passées à vos côtés, j'ai choisi de vous parler du sport de combat le plus populaire du moment, le MMA. Et comme j'ai envie de finir aussi en apothéose ces 2 saisons, je vous propose de nous rendre dans la Mecque du MMA à Las Vegas. Il y aura d'autres surprises au programme, mais je ne vais pas tout vous dire. Tout d'abord, place à l'histoire de ce sport. Le MMA signifie Mixed Martial Arts, c'est-à-dire les arts martiaux mixtes. Un savant mélange de disciplines de combat venues du monde entier. Judo japonais, lutte gréco-romaine, boxe anglaise, jiu-jitsu brésilien, boxe thaïlandaise, la liste des sports présents dans le grand shaker du MMA est très longue. Pour comprendre l'histoire du MMA, il nous faut faire un impérieux voyage en arrière. De tout temps, l'homme a ressenti le besoin vital de montrer qu'il était le plus fort de la cour, de la ville ou du pays. Mais pas la peine de remonter jusqu'à l'Antiquité grecque avec la présence du pancrace aux Jeux Olympiques ou jusqu'à l'Antiquité romaine avec les célèbres gladiateurs. Nous nous arrêterons au siècle dernier lorsque les Gracie, une célèbre famille de combattants brésiliens, développent son propre système de combat, le Gracie Jiu-Jitsu. Souhaitant prouver que leur art du duel est supérieur à tous les autres, ils décident de lancer des défis publics aux instructeurs d'autres académies. C'est ainsi que sont nés les Gracie Challenge, des combats sans règles, qui se déroulaient généralement dans des académies ou des gymnases, et où l'on ne pouvait s'imposer que par KO ou abandon de l'adversaire. Les nombreuses victoires du frêle Helio Gracie face à de robustes boxeurs popularisent à travers tout le Brésil le Gracie Jiu-Jitsu. La compétition prend de l'ampleur et passe même à la télévision brésilienne sous l'appellation Vale Tudo. En 1993, Rorion Gracie, le fils d'Helio, se lance à la conquête des États-Unis et y importe son Gracie Challenge qui se transforme plus tard en tournoi. C'est ainsi que naquit l'Ultimate Fighting Championship, plus connu sous le nom UFC. Cette popularité du MMA s'étend jusqu'au Japon qui devient très vite la plaque tournante de la discipline grâce à la création du Pride en 1997. Les plus grands combattants du monde s'y succèdent et l'organisation éclipsera même pendant 10 ans l'UFC. Mais parallèlement, Dana White, ancien prof de gym, et la société Zuffa rachètent l'organisation américaine qui va connaître une nouvelle impulsion. Progressivement, au gré des pressions politiques, médiatiques ou populaires, des règles voient le jour. Zuffa rachète aussi le Pride et les jeunes icônes chassent les anciennes stars. Aujourd'hui, le MMA est autorisé quasiment partout, excepté en France. Situation paradoxale puisqu'en ville comme à la campagne, des clubs d'arts martiaux proposent désormais des cours de MMA, des formateurs transmettent leur savoir et une équipe nationale amateur a même vu le jour. La France n'est pas la seule exception, la discipline est aussi interdite en Thaïlande, en Norvège et dans l'État de New York. Les raisons sont essentiellement politiques. De fait, le MMA est incontestablement le sport de combat en vogue de ces dernières années. C'est en tout cas celui qui évolue le plus vite, ayant égalé, voire surclassé, ses homologues en boxe anglaise, en judo ou en lutte. Nous allons maintenant découvrir l'équipe de France amateur de MMA qui va bientôt s'envoler pour Las Vegas afin d'y disputer un championnat du monde. Vous l'avez sûrement remarqué, je suis déjà en tenue de combat, prête à en découdre, puisque j'ai l'intention de vous faire découvrir cette équipe de l'intérieur. Pour cela, je vais participer aux sélections nationales et peut-être pourquoi pas décrocher moi aussi mon ticket pour le championnat du monde en tant que compétitrice. Allez, c'est parti, suivez-moi. Je donnerais beaucoup de choses pour me retrouver à leur place et avoir cette chance de combattre à Vegas. L'année dernière, c'était magique. Cette année, ça sera encore mieux. Je crois qu'ils vont vivre un rêve. Déjà, combattre à Las Vegas, c'est la ville des gros combats de boxe, notamment de MMA depuis qu'il y a UFC. On ne peut pas dire que cette équipe de France est l'équipe des meilleurs Français. Pourquoi? Parce que nous, on est au niveau amateur. Les meilleurs Français sont déjà passés au niveau professionnel. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que de ceux qui sont venus passer les sélections, oui, on a sélectionné les meilleurs de la sélection.
Ma vision du combat est essentiellement basée sur le sol, mais j'aime faire évoluer le sol vers quelque chose qui est en accord avec ce qui se fait maintenant et une vision du combat un peu plus réaliste. La frappe va tout changer. Le fait qu'on soit également buste nu, transpirant, avec la vaseline sur le visage, ça change tout avec les appuis sur la cage. Donc d'abord simplifier, éduquer le corps pour qu'il réagisse de façon automatique et adapter par rapport à l'adversaire. Donc il faut vraiment étudier les principaux styles pour faire en sorte de répondre de façon efficace. Quand tu es ici, tu vas là. Quand il est ici, tu vas là. Ça me suffit déjà? Ok? Allez, c'est parti. On recommence. Voilà, tu coupes la route. Remets ta garde, Yuri, mais remets ta garde. Le MMA, c'est simple, hein, c'est le mélange de tous les sports de combat de percussion et de préhension avec tout ce qui peut se passer au niveau du sol, donc au niveau du grappling, plus les frappes au sol. Alors, le MMA amateur en fait est régi par des règles et le MMA professionnel est régi par d'autres règles. Donc le MMA professionnel, c'est par les Unified Rules et le MMA amateur, c'est par les IMAF Rules. Donc il y a des techniques qui sont interdites dans le règlement amateur, qui ne le sont pas au niveau professionnel, comme les coudes, comme les genoux à la tête, comme les clés de talon, comme tout ce qui peut être très traumatisant, où ça demande un niveau technique et une connaissance technique beaucoup plus prononcée. Excepté bien sûr le fait de gagner de l'argent et d'être et répertorié dans les organisations professionnelles. Maintenant, le MMA amateur, ça part du fait de dire que c'est un sport à part entière qui s'apprend de manière globale et plus quelqu'un qui avait un background de boxe ou un background de grappling ou de judo et qui, dans un mode de compétition, s'affronte. Ouais, donc le MMA, c'est très très physique en fait et ça demande des efforts très variés entre le cardio de la boxe, les dures épreuves de force de la lutte et à la fois l'agilité et l'adresse dont on a besoin dans le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment un sport en 3 dimensions, il faut savoir tout gérer et puis il faut savoir analyser dans la globalité le combat et c'est ça le plus dur pour moi parce que j'ai été habitué à simplement percevoir la boxe. Or là je dois me focaliser sur le bas, sur le haut, je peux me retrouver sur le côté, sur le dos, au-dessus, je peux me retrouver vraiment dans tous les sens, quoi. C'est un peu comme une machine à laver, il faut réussir à se repérer là-dedans dans l'espace et ça c'est très compliqué et le timing aussi est différent, les efforts vraiment sont différents. Donc c'est ça la plus grosse particularité du MMA selon moi. Concernant la composition de l'équipe, Yuri Begenari, je l'ai pris notamment par rapport à son expérience et par rapport à sa polyvalence et sa grosse compétence de lutte. Lucie Berthaud, je l'ai pris par rapport au fait que les règles IMAF sont avantageuses vis-à-vis des strikers. Et elle, c'est une strikeuse. Donc je l'ai pris par rapport à son background. Nicolas Hoth, je l'ai choisi par rapport à sa polyvalence. C'est un très gros grappleur qui a une très bonne boxe anglaise et qui sait bien faire les liaisons entre la boxe anglaise et le grappling. Baïdam Cissé, je l'ai pris exactement pour les mêmes raisons que Lucie Berthaud. C'est un très bon striker, notamment au niveau pied-point, avec un bon background de boxe anglaise et il est très difficile d'amener au sol. Ensuite, 70, Guillaume Bethelot, je l'ai choisi parce que c'est pareil, c'est quelqu'un de très polyvalent, avec plus un aspect grappling, mais qui a un grappling fiable. J'ai pris aussi Bouibeb Ryan, parce que lui, il a un très très bon background de Muay Thai, plus un très bon background de grappling. Sofiane Aissaoui, je l'ai pris parce que lui, il a un très bon judo et un très bon sol, et une boxe anglaise fiable. Et enfin, Alan Guichla, je l'ai pris parce qu'il a un bon background de judoka. Et au niveau de la boxe anglaise, je trouve que c'est quelqu'un aussi de performant. On est à 3 jours du départ. Cette compétition, ça fait longtemps qu'on la prépare dans la tête. On vous a choisi parce qu'on a estimé que vous étiez les meilleurs et les plus prêts mentalement à affronter ça. Vous savez que vous allez vous représenter vous-même, mais vous savez que vous allez représenter tout le groupe. Et c'est aussi les valeurs que vous allez défendre. Celle de notre drapeau, celle du courage français, d'accord ? Celle de la confiance qu'on a mis en vous. Vous avez été choisi pour des qualités pugilistiques et des qualités de polyvalence. Montrer que le MMA est un sport et qu'en France, on sait défendre les valeurs de ce sport et qu'on a la polyvalence et les compétences pour défendre ce sport. J'y vais pour viser l'or. J'espère que vous aussi, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Ok les gars ? Je suis ravie d'avoir obtenu mon ticket pour Vegas. Ça fait 10 mois que je prépare cette émission. Donc, au niveau de l'entraînement, j'ai tenté de m'adapter un petit peu aux spécificités du MMA. Visiblement, aujourd'hui, ça a fait ses preuves et j'en suis très très contente. Donc on va pouvoir partager cette aventure ensemble. Mais le plus dur reste à venir maintenant parce qu'il va falloir que j'assume tout ça dans la cage. Et il va falloir que je m'adapte
donc à toutes les spécificités, le sol et notamment les frappes au sol qui font peur. Moi j'ai vraiment peur de me retrouver en dessous et de ne pas savoir gérer, de paniquer. Il ne faut surtout pas que je panique. Donc voilà, on va voir concrètement comment je m'en sors dans cette histoire. Et puis surtout c'est une aventure humaine que j'ai hâte de vivre avec cette équipe. Et on va en profiter pour aller découvrir un petit peu le monde professionnel. Donc c'est un super programme qui nous attend. C'est parti pour Las Vegas. Nous sommes arrivés à Las Vegas, la ville qui a vu naître la plus grande organisation de MMA professionnelle au monde, c'est-à-dire l'Ultimate Fighting Championship. Nous aurons le plaisir de découvrir cet univers démesuré en seconde partie d'émission, mais pour l'heure, je vous propose d'abord de rester concentré sur le MMA amateur. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller participer à un petit entraînement, histoire de réviser les règles. Allez, suivez-moi. Nous voici maintenant à la phase d'entraînement. On va réviser les subtilités du MMA avec David Pierre-Louis qui est un grand champion de jiu-jitsu brésilien et qui est aussi un expert en pancrace, en tout cas en qualité de coach. David, merci pour cette initiation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des subtilités qui m'attendent en tout cas dans la cage? Donc en fait, en termes de style, tout dépendra de ton style et de ce qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que si tu as plutôt un style de lutteur, je vais te faire travailler d'une certaine façon. Toi, tu es plutôt à l'aise avec le striking. Donc, par rapport au grand cage au cage control qu'on va étudier, je vais te montrer des choses que je ne dirais pas de faire à un autre lutteur. D'accord, très bien. Alors, c'est parti pour le cage control. Donc, Baydam va nous rejoindre pour montrer la technique. Donc, moi, je suis dans le rôle d'un boxeur qui va se faire coller à la cage par un grappleur ou par un lutteur. Et parce que je suis boxeur, je vais réagir d'une certaine façon et pas d'une autre façon. Donc, par exemple, souvent, le lutteur va masquer son approche avec une frappe. Moi, je me défends et il en profite pour venir se coller. Souvent, ce qui se passe, c'est que mon bras se retrouve autour de son cou. Je peux avoir la tentation de faire une guillotine, mais surtout, ne pas le faire. Première chose, je vais essayer de mettre mes hanches en opposition, écarter mes jambes, écarter, pour éviter qu'il ne me récupère les jambes. Et là, tout de suite, je vais repousser sa tête avec mon coude, passer devant. Si je peux faire un crossface type lutte, je lui fais. S'il insiste, je serai obligé de passer au niveau de l'aisselle, éventuellement également ici, remonter. Là, je sors et parce que je suis striker, là, je pourrais remonter et reprendre la distance. Ce que je veux, c'est que tu restes toujours dans la distance qui te convient. Lui cherche à venir te coller. Tu évites surtout de lui prendre la tête, tu repousses, tu descends, tu écartes, tu peux remonter directement, repousser et reprendre ta distance. D'accord, très bien. Donc là, on évite, même si on a cette tendance à vouloir devenir polyvalent, de par notre spécialité, on va plutôt éviter. Si ton adversaire est un vrai danger, que sa spécialité c'est les mises au sol et ensuite la destruction au sol, reste dans ta discipline et après, lorsqu'il sera fatigué, tu pourras passer sur plus de polyvalence. Ok, très bien. Donc, mise en situation, Baydam est le lutteur. Donc, il va me masquer avec une frappe. Voilà. Alors là, Tout de j'ai suite. ça. Là, j'ai l'épaule. Alors, tout de suite, tu écartes les jambes. Tout de suite. Et tu te mets avec le bassin en opposition. Voilà. Là, alors, ici, tu vas revenir passer, pousser, d'accord, avec le pousser. coude. Exactement. Avec le coude, ça fait mal. Donc là, le coude qui crée de l'espace. Exactement, tu repasses. Voilà, je passe la main. Ici. Et là, tu viens récupérer. Sur son nez. Voilà. Et tout de suite, tu sors et là, tu enchaînes. Ok. Donc, redistance. Et si je n'arrive pas à faire ça? Et si là, tu sens qu'il est vraiment trop fort à ce niveau-là, tu vas venir chercher devant. Là. Tu vas essayer de mettre l'autre également. Tu montes, tu lèves les deux coudes. Alors non, surtout pas de ce côté. Ah. Surtout pas de ce côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'angle est très ouvert et qu'il va pouvoir passer en single leg. Là, comme sa jambe est avancée, tu vas
plus facilement passer dans son dos. Ah d'accord. Donc tu vas fermer l'angle. Donc passe le coude, tu repousses, tu passes par en dessous, tu viens chercher. Alors écarte les jambes, écarte, écarte. Mets en opposition. Passe l'autre bras, Ok. Voilà. Et là tu remontes. Tu cherches pas à venir. Les deux en même temps, voilà. Et tu décales, tu sors de là, voilà. Ok. Tu ne dois pas avoir la tentation de rester ici. Parce que sa spécialité, ça va être de te garder. Il est plus à l'aise si tu restes là que si tu sors et que tu le frappes. Donc tu reprends ta position, tu reprends ta distance, tu piques, tu sors. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à rester ici, sinon il va rentrer dans tes jambes. D'accord. Ok. Donc ça c'est la partie cage control. Ça, c'est la partie cage control. Est-ce que tu as une deuxième technique qui peut être importante? Oui. Alors, admettons qu'il t'ait amené au sol. Sur une frappe, il passe par en dessous, il t'amène au sol. Bien. On est dans le cas où on est sur la fin de combat. Si on était en début de combat, j'irais plutôt sur le fait d'essayer de te faire te relever impérativement. Mais là, on est sur une fin de combat. En tout cas, sur une fin de round. Donc il y a beaucoup de fatigue a priori. Il y a plus de fatigue a priori. Maintenant, dans cette situation, on est à la fin de round. Ton adversaire n'a pas envie de boxer avec toi, donc forcément, il va chercher à t'amener au sol. Il a réussi. Maintenant, il va vouloir se redresser pour me frapper. Première chose, je ferme et je ramène. Je ramène les genoux au niveau des épaules. Tout de suite, je passe bras extérieur et bras derrière la tête et je tire vers moi. Normalement, si on était en milieu de combat, je te demanderais de te relever. Mais là, il a marqué les points. Ce que je veux, c'est que tu marques les esprits des juges. Tout de suite, ce que tu vas faire, la main comme ceci, en C. Soit tu pousses au niveau de l'épaule, soit tu pousses au niveau du pli du coude. Tu sors légèrement s'il le faut, tu repousses, tu ramènes le genou. Là, tu commences à bloquer, tu serres les genoux. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de son bras ensuite? Tu le tiens? Son bras, là, il aura du mal à la faire revenir. S'il cherche à revenir, tu peux venir récupérer. D'accord. Et ici. Là, ça va être compliqué de chercher à lui faire un triangle, mais ce que je veux, c'est que tu le frappes. Il reste 30 secondes, tu le frappes. Tu vas repousser, frapper. Ton adversaire t'a amené au sol. Ce que les juges voient, c'est que même si tu as le dos au sol, c'est toi qui domines. Ici, vraiment, la première chose, quand il se redresse, tu le ramènes. Il se redresse, tu le ramènes. Tu enroules, tu le bloques. Tout de suite, tu repousses. Dans certains cas, c'est lui qui va vouloir pousser ici. Au lieu de forcer, tu as simplement à, attention à ta tête, pousser, récupérer. Et là, tu repousses et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, D'accord. et tu frappes. On n'est pas obligé d'enfermer comme dans un triangle. Non, parce que souvent, ça va glisser. Il va vouloir se redresser, mais toi, ce que tu veux, c'est le garder. D'accord? Si tu as 30 secondes, tu peux essayer de lui faire un triangle. Mais c'est pas ta spécialité. Frappe-le, fais-lui mal, qu'il n'ait plus envie de se retrouver dans cette position. Alors j'ai une question. Dis-moi. Par rapport au système de pointage en MMA, on sait que la domination est fortement valorisée. Est-ce que dans cette situation, tu es dos au sol, mais tu frappes l'autre, tu l'as emprisonné, est-ce que tu es dominant ou pas? Si tu marques son visage, qu'il y a de grosses coupures, tu peux être considéré comme dominant. D'accord. Sachant que si c'est lui qui t'a fait tomber et qu'il reste sur toi et que c'est lui qui te frappe, c'est lui qui sera dominant. Sur 30 secondes à la fin de round ou même sur une minute, plutôt que d'essayer de se relever dans certains cas, il faut marquer les esprits. Ton intérêt n'est jamais en MMA de te retrouver sur le dos. Ça, il faut éviter. Mais si tu t'y retrouves, tu ne dois pas donner l'envie à ton adversaire d'y rester. Au contraire, peut-être qu'il ne voudra plus rester là. Tu dois le dégoûter. D'accord. C'est tout. Bon. Alors, on va voir concrètement ce que ça donne. Alors, je me suis fait emmener au sol. Donc là, je suis au sol. Ferme ta garde. Ok. Ferme ta garde tout de suite. Là, ton adversaire, en général, il aura la volonté de se redresser pour te frapper. Donc toi, tu montes ta garde, comme si tu étais en boxe. Et là, tu ramènes les genoux, voilà. Et tout de suite, tu enroules, main derrière la nuque, et tu fixes. Très bien. Tu vas sortir légèrement tes hanches, mais là, essaie de garder, voilà. Maximum, tu repousses. Tu viens, voilà, croise. Ok. Et maintenant, tu frappes. Repousse un peu avec le bassin, et frappe, et tu frappes. Non, frappe toujours au visage, et tu frappes. Là, il doit être dégoûté. D'accord. Il doit se dire, j'ai fait ce que je voulais, mais même ça, j'y arrive pas. Mais alors, comment est-ce que tu passes de ce moment où tu es là, où tu gênes juste le bras, à là? Parce que c'est un geste un peu... C'est un geste qu'on doit répéter. Ça, c'est un geste qu'il faut répéter. C'est clair que tu vas pas l'acquérir aussi facilement que ça. Croise les jambes, croise les pieds. Très bien.
Quand ton adversaire ici, il peut avoir 2 réactions. Soit celle de vouloir te pousser, soit celle de vouloir revenir vers toi. L'une des possibilités, s'il reste fixé là, c'est de mettre en C, mais en C, ici. Et tu repousses et tu ramènes le genou. Ici, maintenant, tu vas serrer les genoux ici. Serre les genoux, serre les genoux. Là, il n'est pas bien. C'est-à-dire que là, même si tu le lâches, il est bloqué. Ah oui. Donc là, tu peux déjà commencer à le frapper. Ah oui. Lui, il commence à paniquer. Donc Ah oui, déjà, oui. voilà. Mais serre les genoux. Voilà. Maintenant, là, tu vas prendre son poignet, exactement comme ça. Tu tends le bras, tu sors la jambe et là, tu viens. Ok. Ici. Maintenant, je ne veux pas ça. Pourquoi je ne veux pas ça? Parce que dans certains cas, il va donner un coup d'épaule et il va sortir sa tête. Donc, plutôt ça. Donc plutôt bas, pour qu'il ne donne pas le coup d'épaule. Et là, tu le frappes. Il reste 30 secondes et il va prendre 30 secondes de coup de poing dans la face. Ok, cauchemar. Oui, exactement. Et à Ok. chaque fois qu'il voudra se protéger, ben, il prendra quand même. Eh ben, super. Ça, c'est une super technique. Merci David pour cette brève initiation. Merci à toi. Et puis, tu penses que je suis prête pour combattre maintenant? Je pense que tu es prête pour combattre. Mais ça fait longtemps que tu es prête pour combattre. Bon, bah, let's go alors, on y va. C'est parti pour la compète. Donc là, on est arrivé au Flamingo. C'est ici que va se dérouler la compétition. Et donc, on va commencer à faire toutes les procédures pour s'inscrire, pour se peser, afin de valider vraiment notre inscription. Et puis, suite à ça, il y aura un tirage au sort. Et de là, on déterminera le tableau, et donc l'ordre des combats et le programme de la semaine. Bah, tout commence ici. Ryan, c'est OK. Vous êtes Nicolas Hott? Bonjour. Remplissez ce formulaire. Ok, thank you. C'est dur. Hein. C'est un peu dur. Ça change des gants de boxe. Comme ça? Non? What do you think? Ça me semble bien. Ça fait 2 mois que je m'affûte pour ce jour. Donc là, c'est la pré-pesée. On a une tolérance d'à peu près 600 grammes. Et après, ensuite, pour le jour du combat, là, on devra faire vraiment le poids. Donc pour ce qui me concerne, c'est 61. C'est toujours un moment particulier, la pesée. Parce que c'est un peu comme ça qu'on entre dans le combat. Et puis on croise des adversaires, on se regarde, on évalue si la personne cut ou non. Vous êtes prête? 135,6 livres. C'est OK pour vous. Donc là, c'est bien, je suis en dessous du poids, donc je peux manger, donc c'est plutôt intéressant. Le cutting, c'est le fait de perdre de l'eau très rapidement. Pourquoi? Parce que l'eau, ça pèse un certain poids dans le corps. Notre corps est essentiellement construit d'eau. Donc le fait de perdre beaucoup d'eau nous permet de perdre beaucoup de poids. Et après, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un rebond hydrique. On s'hydrate tout de suite après, de manière à récupérer cette eau et de revenir très rapidement à un poids de forme. L'équipe a géré son poids depuis 5 mois. Je leur ai donné un pourcentage à respecter, chose qu'ils ont fait scrupuleusement, de manière très professionnelle, malgré leur amateurisme de statut. Et ils sont tous, au poids aujourd'hui. Et donc, ils seront à ce poids à peu près à 4% supplémentaire tout au long de la semaine. C'est la norme qu'ils nous ont donnée. Je suis soulagé d'avoir réussi cette étape administrative et d'être au poids parce que c'est toujours un petit combat de pouvoir arriver au poids le jour J. Là en l'occurrence on est repesé demain mais oui plutôt satisfait, je suis bien dans les limites de ce que je m'étais imposé. Quand on croise les autres nations on a un petit peu d'appréhension et un léger coup d'adrénaline qui donne envie d'y aller assez vite, de rentrer dans la cage. Bon, là va falloir se calmer et attendre et passer une bonne nuit de sommeil pour tempérer un petit peu toutes ces ardeurs, mais ça donne toujours envie quand on voit les autres. Qu'est-ce qu'on a dit? On est là. En fait, quand tu rentres dans la salle, tu commences déjà, les yeux commencent à courir un peu partout. Donc tu essaies de voir celui-là, il est dans ta caté ou la caté au-dessus et tout. Et donc là, je n'ai vu un ou deux. Il y en a un des deux Kazakhs. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc pour le moment, je ne peux pas dire plus. Mais moi, je me dis que voilà, moi, je suis là, donc je suis prêt, je suis confiant. Donc c'est moi le champion, donc c'est moi qui va tout faire. J'ai pas de stress aujourd'hui, j'ai pas de stress.
J'ai juste envie de bien récupérer et d'être bien pour demain. Donc là, ça y est, on a validé toutes les procédures administratives, on s'est pesé. Donc on a notre badge qui va nous permettre d'entrer dans la salle. Et cette salle, justement, on va aller la découvrir. Allez, suivez-moi. Voilà, donc là, on est dans l'aire de combat. Il y a 2 cages. Donc autant vous dire que ça va être un petit peu l'usine. Il va y avoir énormément de combattants. Je crois qu'il y a 200, au total, il y a 200 combattants. Donc il va y avoir des combats simultanément. Tout est aménagé un peu comme un show, hein. Les gens vont venir assister à un show. Eh oui. Là tout de suite on sent la pression qui monte. Tout d'abord on a croisé les adversaires, maintenant le fait de voir l'aire de combat, on se dit bon dans quelques instants ça va être à nous, dans quelques jours ça va être à nous. Voilà. Petit à petit la pression qui monte forcément. Donc là on a vérifié tous les tests de sang, on a vérifié le poids des athlètes, on a vérifié aussi leur fond d'œil et maintenant il est temps d'aller au tirage au sort pour voir sur qui nos athlètes vont tomber. Alors là, c'est la petite réunion d'avant-combat. On est en train de découvrir en live sur Facebook le retour des coachs. Ils sont en train de nous annoncer un petit peu la sélection, enfin non pas la sélection, le tirage au sort et le planning de la semaine. Donc là, on vient de découvrir nos adversaires et on est en train de découvrir au fur et à mesure quand est-ce qu'on combat aussi. Fighters and cornermen. Okay, ladies and gentlemen, I think we're ready. Vous allez tous combattre demain. Je suis chaud, ma gueule. Ryan, premier combat, moi deuxième. Baydam Sis from France. Baydam combat demain. Chaud, on combat tous demain en fait. Au moins comme ça c'est réglé. Pression, on est nombreux. Ok, il me manque que des vidéos où ça me met la pression. Voilà, il est en train de se mettre la pression tout seul. Faut que je vois un mec pas très fort. Il faut pas trop regarder. Non, Hein. mais de toute façon, je sais. Parce qu'en te focalisant plus sur l'autre, t'oublies toi tes points forts. En ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup moins de filles parce que forcément le MMA c'est un peu moins populaire chez les femmes. Donc voilà, je vais commencer un peu plus tard et je vais être au régime un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, comme ça je vais peut-être me remettre un petit peu du décalage horaire. Là on vient d'avoir le tirage au sort de nos combats pour demain ou les autres jours. Et là je viens d'apprendre que je prends un néo-zélandais et que mon combat commence demain à combattre à Las Vegas. C'est une belle expérience, autant humainement que sportivement. Moi personnellement c'est la première fois que je vais aux États-Unis et je vais dans le berceau du MMA, donc c'est juste magnifique. Après, j'essaie de viser la médaille d'or, je veux la médaille d'or et combattre aux côtés des plus grands, aux côtés des champions de l'UFC. Donc ce serait une belle expérience et ce serait pas mal. People of all ages, races, creeds, colors, welcome to the Flamingo Hotel Resort Casino here at the IMAF, that's the National Mixed Martial Arts Federation World Championship. C'est parti, la pesée est terminée, c'était une difficile épreuve, mais c'est passé. Maintenant, on va aller tout de suite passer aux hostilités. Les combats vont démarrer à 11h jusqu'à 16h. On a 4 Français en lice, on a un Belge, on a également beaucoup de nations. On va aller découvrir l'antre de l'entraînement, là où va se préparer le massacre. Suivez-moi. Alors aujourd'hui on est à Las Vegas pour les 2e championnats du monde amateur de l'IMAF. Et voilà, on est au Flamingo Hotel et il y a 28 nations qui sont représentées pour ces 2e championnats du monde amateur de MMA. Le MMA qui est jeune, qui existe déjà, on le connaît au niveau professionnel, mais au niveau amateur, il y a tout à faire. Donc on est en train d'aider les pays à se construire, d'aider les pays à avoir une autorisation de leur gouvernement ministère de tutelle. On connaît la situation en France, mais c'est un peu pareil partout parce que le sport existe, mais n'est pas structuré. Donc on aide la Fédération internationale au pays à se structurer. Et au niveau compétition, alors bien sûr on a commencé avec les championnats du monde, mais on va commencer également avec les championnats continentaux. On va faire une World Ranking List qui va commencer d'ailleurs avec ce championnat du monde.
Donc les athlètes qui seront médaillés auront des points et qui rentreront par catégorie dans une ranking list mondiale. Il n'y a pas de passerelle directe pour l'instant entre l'IMAF, en tout cas les champions du monde on va dire, ou les athlètes qui font les championnats de l'IMAF et l'UFC. Mais l'UFC étant présent sur les championnats du monde, s'il détecte un athlète, il est sûr qu'il y a des chances qu'il soit repéré. Mais c'est la deuxième année. On a quand même le fort espoir que les championnats du monde amateurs deviennent bien sûr la passerelle pour les futurs combattants de l'UFC. C'est vraiment génial. Les gars peuvent se comparer aux autres combattants du monde entier. Vous savez, parfois on combat à un niveau régional et on pense être le meilleur. Alors c'est bien de se tester face à des gars qui viennent du monde entier pour voir à quel niveau on est vraiment. Donc c'est vraiment top. Le niveau des combattants est très bon. Chaque nation se spécialise à un niveau différent. Prenez la Suède par exemple, ils sont très bons en striking et je sais qu'ils vont insister sur les low kicks. Alors qu'un combattant américain, il va plutôt être axé sur la lutte et les frappes lourdes. Alors je crois que c'est bien pour les combattants. Ça leur permet de sortir de leur monde et apprendre différents styles d'arts martiaux. Franchement, le niveau est très bon. Encore. Crochet gauche. Encore. Voilà, donc là c'est ici que vont se préparer l'équipe de France et même toutes les autres équipes internationales. Donc tout le monde se regarde un petit peu du coin de l'œil, c'est une atmosphère un peu particulière, mais après une fois dans la cage, les esprits vont pouvoir se libérer et s'exprimer. Donc voilà, c'est une phase très importante, c'est un moment où on est en immersion vraiment. On se plonge dans sa petite musique et dans ses petits rituels. Là tu avances pour te faire la jambe avant, reste à distance. Arrière, c'est bon, voilà, reste à distance. Voilà, plus fort. Voilà. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Voilà, on relâche. Ouais, capitaine. Ouais. Bon les gars, c'est maintenant, je vous fais confiance, on vous fait tous confiance, vous faites ce que vous avez à faire, vous respectez le plan et vous y allez à fond. À fond, mais ça veut dire sans se précipiter. Yes. Ok les gars. In the blue corner, Team France. Respire, remonte ta tête. Allez, allez. Passe-le en toréador. Tu vas toucher, Coco, tu vas toucher. Ne lâche pas, Yuri, ne lâche pas. Position. Alan, remonte les mains. Remonte ta main, Alan. Remonte. Genou. Encore, genou encore. Ne lâche pas, genou. Laisse-le venir, Maïda, perds pas du. Attention à l'overhand. Allez. Arrache. Ouais. Tiens ses jambes, jette-le. Si tu veux respirer, tu tournes. Face à lui, reste sur. Pousse le coude. Allez, pousse le coude. Nicholas Hawk. C'est que le début, il faut rentrer à la maison avec la ceinture et faire honneur au pays et à la CFMMA et toute la team France et au coach. Il n'y a pas eu un seul combat disputé par la France qui n'était pas accessible aux combattants français. C'est-à-dire qu'on a eu des défaites,
mais à chaque fois, avec des changements stratégiques, avec des changements mentaux, avec quelques petits réglages, on aurait pu gagner. Ici, on est dans une physionomie différente. Ce qui est valorisé, ce sont vraiment les takedowns, donc les amener au sol, et le grand end pound avec les frappes au sol. Donc, il faut partir du principe qu'à égalité, pour celui qui a frappé autant en boxe anglaise ou en muay thai et celui qui a fait 2 takedowns, et ben voilà, on aura une égalité. C'est le takedown qui va être favorisé. Donc ça, on a retenu les leçons aujourd'hui, mais bon, malheureusement, ça a été au prix de nos Français. Donc c'est très difficile, on va devoir prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis, de manière générale, il y a une fatigue liée au voyage, liée aux différentes épreuves qu'on a pu avoir sur notre route. Donc tout ça, ça s'est fait sentir une fois dans la cage. Bon, ben voilà, c'est malheureusement la loi du sport. Okay, donc là on vient de passer l'épreuve de la pesée, c'est la première partie du combat en fait quand on est combattant. Le poids est validé, je suis bien en dessous, maintenant il va être temps de manger, de récupérer des forces pour ne laisser aucun gramme à mon adversaire. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du championnat. Les femmes entrent enfin en lice, c'est à mon tour d'entrer dans la cage et je suis prête à en découdre. Ne te crame pas, d'accord? Là, le truc est en train de monter. Regarde-moi, c'est en train de monter. D'accord? Cool. Allez, frappe-le! Allez! Tu peux le faire tomber, le frapper, te relever tout de suite. Nicolas, tu reviens, tu le frappes! Reviens dessus et frappe-le! Face! Non, face! Je me suis dit, je vais puncher sa gueule. Il va pas comprendre. Et en fait, c'est lui qui m'a punché la gueule. Merci, bon combat. Thanks, guy. Had to learn that. On vient de m'apprendre ça en français. Ah, tu m'as bien botté le cul. Non, franchement, t'as bien assuré. T'as esquivé la plupart de mes attaques. Et en plus, quand t'as placé ta soumission sur le genou, franchement, j'ai eu chaud. Je me suis dit, oh là, je vais abandonner. Mais j'ai réussi à m'en sortir à la dernière seconde. Mais bien joué, sincèrement. Tu m'as fait peur. Thank you very much. Merci. Good luck, man. Donc voilà, c'est ça aussi le MMA, c'est on se tape sur la gueule comme des forcenés. Et quand c'est fini, bah, on vient se serrer la main et voilà. Ce premier round part tambour battant. Très vite, la Suédoise tente de m'amener au sol. Dès les premières minutes, je goûte à mon premier voyage au sol. Je perds mes repères. Seule la voix du coach me guide. Derrière. L'approche de la boxe est différente en MMA. Il y a de nombreux paramètres à gérer. La distance n'est pas du tout la même. Et avec les mitaines, les sensations sont différentes. J'ai l'impression d'avoir les poings nus. Mon adversaire est solide, elle encaisse. Je la touche et tente d'en finir, mais elle plonge tout de suite dans mes jambes. Elle parvient à récupérer l'une d'elles et ne lâchera plus jusqu'à la mise au sol. Je vis mon premier grand end pound, une sensation plutôt désagréable car je suis bloqué. Il faut réfléchir vite. Je me laisse guider par le coach et parviens à la renverser. Un premier round difficile, je tente de me ressaisir. Il ne me reste plus que 6 minutes de combat. Allez, 6 minutes dans une vie, c'est rien. Il faut survivre et tenter de remporter ce combat. C'est parti, en route vers la victoire. Bloque là, tends une jambe pour la reprendre. Lucie. Respire. Voilà. Allez, tourne. Je me suis rempli d'énergie positive. Je me dis, faut que je sorte ça samedi.
ça, Et je faisais ça, j'ai dit, wow, une fois, deux fois, trois fois, ça m'a rendu dingue. Et là, c'est une expérience de dingue de combattre dans une cage. Il y a quelque chose d'un petit peu sauvage en fait. Et bon, faut rentrer là-dedans, hein, faut vraiment poser ces tripes là dans cette cage. C'était vraiment pas simple à gérer. Physiquement parlant, c'est très engageant. Notamment lorsqu'il faut gérer au sol, les amener au sol, sprawler. On a tendance à maintenir le combat au sol. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire pour me reposer, mais au final, c'était pas du tout reposant. Parce qu'en fait, on a les bras qui se congestionnent à force d'être en isométrie. Mais c'était une expérience de dingue. Et encore là, je me dis, waouh, dans quoi tu t'es fourré, Lucie, à aller combattre dans du MMA. Enfin, déjà que le ring, c'était dur. Mais la cage, c'est encore autre chose. Hein. C'est une autre difficulté. Ici au MGM Grand, ici tout le monde est en ébullition à l'approche du combat tant attendu entre Chad Mendes et Conor McGregor. Nous allons d'ailleurs assister à la pesée, c'est un grand moment de spectacle. Vous allez voir Conor McGregor, il déchaîne les foules et sait perturber ses adversaires. C'est du sport, c'est du spectacle, mais c'est aussi du marketing. Malgré sa jeune existence, l'UFC est parvenu à s'imposer dans le paysage sportif et audiovisuel en capturant le cœur des hommes. Un essor exponentiel puisque l'UFC est un label désormais reconnu dans 144 pays et diffusé dans plus d'1 milliard de foyers. Ce succès, on le doit évidemment à la qualité du matchmaking, du niveau des athlètes, mais surtout à l'entertainment qui est capable de générer l'UFC autour de ses combats. Et pour preuve, une simple pesée fait salle comble ici à Vegas. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont le sens du spectacle et de la démesure. Here we go, ladies and gentlemen, the UFC Interim Featherweight title. Introducing the notorious one, Conor McGregor. 145 for Mr. McGregor. And his opponent, the #1 contender, Chad Money Mendes. 144.5 for Mr. Mendes. Conor McGregor était un type avec une personnalité incroyable. Quand il a débarqué et qu'il a réussi à faire tout ce qu'il disait qu'il allait faire, eh bien, il est devenu ultra populaire. On n'avait jamais vu ça avant dans l'histoire de l'UFC. Il a seulement 5 combats à son actif au sein de l'organisation et il a déjà battu tous les records, même ceux obtenus lors de l'UFC 100. Record en vente de billets pour l'UFC, record pour le MGM Grand, tout show confondu, le nombre de clics sur le site internet, les préventes en pay-per-view, tous les records sont déjà tombés grâce à lui. J'avais déjà vu ça avec Ronda Rousey. Conor et Ronda sont très similaires. J'étais avec Conor hier et quand on lui parle, on se rend compte que non seulement il est sûr de lui, mais il réussit à convaincre tous ceux qui l'entourent que c'est lui le meilleur. La personnalité des combattants, ce n'est pas ce qui m'importe au départ. Je veux simplement les meilleurs fighters. On a des gars qui ont une super personnalité et d'autres non. On va avoir des combattants qui s'expriment bien face aux médias et d'autres non. Mais tant que vous savez combattre, c'est tout ce qui m'importe. Évidemment, avoir un McGregor dans chaque pays, ce serait idéal. Mais ce qui le rend si différent, c'est qu'il est unique. Si tout le monde était comme lui, il serait moins spécial. Alors mes prédictions pour ce combat, Chad Mendes peut mettre KO n'importe qui avec ses points.
Et c'est un bon lutteur. La vraie question, c'est de savoir si Conor McGregor pourra contrer un si bon lutteur. Conor aussi a la possibilité de le mettre KO avec ses points. Ces 5 rounds, on va s'éclater. Bon, ce n'est pas le tout, mais toutes ces stars m'ont vendu du rêve et me donnent envie de combattre à mon tour. Nous allons donc tout de suite nous diriger vers la finale du championnat du monde qui se déroule en plein milieu de l'UFC Fan Expo. J'ai rendez-vous avec Lucrezia Ria, une Italienne très douée pour le corps à corps. Mais tout d'abord, c'est Yuri Bejinari qui va ouvrir le bal. Il est opposé à Cedar Altas, un Suédois très complet. Allez Yuri, vas-y mon grand, tu rotes la tête et tu respires. Un, deux en ligne et tu peux tomber. Un, deux en ligne et tu peux tomber. Voilà. Garde le bien. 10 secondes. Voilà. Voilà, tape-le. Voilà, allez, tape. Voilà, allez. Cette couleur-là, ce pays-là m'a changé la vie. M'a donné une opportunité. Yeah, je l'ai saisi. Elle est très forte et c'est une boxeuse. Donc je dois trouver la meilleure stratégie pour éviter de boxer avec elle, car il est évident que je ne pourrai pas utiliser ma boxe cette fois-ci. The Frenchwoman Lucy Berthaud, a high-level boxer, very elite striker, versus a very impressive grappler with some very nice judo skills in Lucrezia Ria, the Italian. And Ria immediately looking to tie up, Berthaud trying to have nothing of it. Now my worry for Ria is after having watched her semi-final, the problems Kimberly Di Fiore gave her upright. Allez, tu repousses. Voilà. A great takedown once again from the judoka grappling attack of Lucrezia Ria, the Italian. We're looking at the nose. Oh, look at the nose here of Lucy Berthaud. Oh man, that is definitely broken. When a nose bleeds like that, that is for sure a fractured nose. The doctor's gonna have a careful look at this here, Malcolm. This could be over, Chris. That was from that cassé, je crois. Elle a cassé, je te jure qu'elle a cassé. Il y a un truc là, il y a un truc. T'as peut-être une déviation. Elle l'a cassé. Non, mais c'est fini, c'est fini. T'as fait le job, elle a fait le job. Elle a fait exactement ce qu'il fallait. D'accord? Elle était meilleure ce jour-là, ok? Presenting the medals is IMAC Director Stuart Ray. Ça a été une finale très difficile. J'ai affronté une Italienne d'origine judoka. Elle a été stratégiquement parlant très très bonne puisqu'elle savait que j'étais plutôt boxeuse et que donc ma force à moi c'était plutôt le striking. Donc elle a tout de suite cherché le corps à corps et elle est rentrée très vite dans le combat. Elle m'a vraiment surprise. Je me suis jeté moi aussi à mi-distance, chose qu'il ne faut jamais faire avec une judoka. Du coup, elle m'a renversé, elle m'a emmené au sol et j'ai goûté au grand handpan une nouvelle fois. Donc bon, on a fini le premier round tant bien que mal et finalement j'ai été arrêté sur blessure par le médecin, et ce qui n'est pas plus mal parce que ça aurait pu être pire, j'aurais pu finir avec un visage encore pire que ça. Et ma conclusion de ce championnat, c'est que la lutte est très 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 importante, le judo, enfin tout ce qui est corps à corps. Cette proximité, elle fait la différence et ce sont des subtilités que moi je ne maîtrise pas et qui m'ont valu cette défaite en finale, mais bon, ça reste une finale. Pour une première expérience, pour un premier combat, bon bah, on en sort quand même un peu de positif, mais c'est dur, c'est très dur. Déçu forcément, mais l'aventure valait le détour. Pour une nation qui n'a pas le droit de pratiquer le MMA sur son territoire, la France s'en sort bien avec 4 médailles.
Nicolas Hoth remporte la médaille de bronze grâce à ses nombreuses soumissions par guillotine. Alan Guichard est lui aussi sur la 3e marche grâce à sa combativité exemplaire. Enfin, Yuri Begenari apporte le premier titre mondial à la France. Après un an de sacrifice et d'abnégation, le capitaine de l'équipe revient dans l'Hexagone avec le plus somptueux des trophées. Déjà repéré par une importante organisation en Europe, ce titre incarne la promesse d'un avenir meilleur dans le monde professionnel. On a eu de très grands combattants français comme Sheikh Kongo évidemment, mais il y a aussi eu d'autres compétiteurs ici et là. On voit les combattants français sortir de l'ombre et être meilleurs qu'auparavant. Prenez l'IMAF, on a pu y voir de très grands athlètes. Il y a même des femmes françaises qui ont réussi à se qualifier pour les phases finales. Et je crois vraiment que ces athlètes ne vont pas mettre longtemps à être célèbres dans leur pays. Nous avons effectivement prévu de recruter d'autres Français. Au début, l'UFC ne proposait que 7 ou 8 shows par an. Maintenant, on est à près de 50 shows par année. Donc on a besoin de 109 en permanence. On a près de 600 combattants au sein de l'UFC maintenant, et ils viennent du monde entier. C'est très important à nos yeux. Et on sait que dans chaque marché, il y a une grosse dose de fierté patriotique. Tout le monde veut encourager ses compatriotes. Regardez l'UFC 189 par exemple. Avec Conor McGregor, on a un combattant qui a réussi à faire se lever toute l'Irlande. Et la même chose peut arriver en France. Il y a évidemment de fortes chances de voir un show UFC en France dans un avenir très proche. Ce qui est bien, c'est que Bercy vient d'être rénové. Donc déjà, on a une belle salle où se produire. Mais comme vous le savez, il y a le problème de la diffusion télé et l'octogone en tant que tel. Ces deux problèmes existent, mais vous savez qu'au final, ce sont les consommateurs qui décident. Il y a une grande communauté qui pratique le MMA en France, et ça continue de grandir. Je pense que d'ici 2 ans, on pourra proposer un show en France. Si le MMA amateur vous a séduit, attendez de voir le niveau du MMA professionnel proposé lors de l'UFC 189, avec au programme l'une des plus belles main cards de ces dernières années. Conor McGregor, Chad Mendes, Robbie Lawler, Rory McDonald, sans aucun doute, le spectacle sera à son paroxysme avec des combattants galvanisés par la foule et l'enjeu. Allez, c'est parti pour le show. Head kick. I wouldn't want to fight me. None of them want to fight me. This is my time to shine, and I'm going to take that belt. I feel like the champ already. That's what makes me different. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Here we go!
Ici, au MGM Grand, l'ambiance bat son plein. Les Irlandais sont venus en nombre pour saluer le triomphe de leur star Conor McGregor. Conor McGregor qui est sorti d'un combat épique puisqu'il a d'abord été amené au sol à de nombreuses reprises par le spécialiste du sol Chad Mendes. Et finalement, il a réussi à se sortir d'une situation très compliquée. On l'a vu, hein, c'est vraiment une source d'inspiration pour toute une population, mais c'est aussi une preuve d'abnégation, de dépassement de soi. Et il s'est imposé aujourd'hui donc comme le champion par intérim. Une pression supplémentaire pour le champion José Aldo. Aujourd'hui, on a assisté surtout à la démesure de l'UFC et honnêtement, ça vaut le détour. On va tout de suite accueillir Conor McGregor qui va nous donner quelques explications sur ce combat et son sentiment surtout sur cette belle victoire. Vous savez, je n'ai pas vraiment réfléchi à la manière dont j'allais agir. Je l'ai fini, j'ai sauté sur l'octogone, mon coach était là avec moi. J'ai regardé autour de moi, j'avais les larmes aux yeux, que ça a été un très long voyage pour en arriver là. Seulement 2 ans que je suis à l'UFC et j'ai déjà battu tous les records. Croyez-moi, ça ne vient pas facilement tout ça. Il ne suffit pas d'aller à la salle, il y a beaucoup de choses à gérer. Je ne suis rentré chez moi que 19 jours cette année. Je suis sans arrêt, sur la route, à travailler avec les médias, l'organisation et en même temps, gérer mon poids, mon entraînement, mes blessures. Je suis ravi d'être champion, peu importe si c'était Chad Mendes ou José Aldo. C'est ma ceinture, c'était ma soirée. Chad a été très agressif face à José Aldo. C'était un combat très équilibré. Moi, je n'ai jamais été en danger ce soir. Je me sentais très confiant et je lui ai parlé sans arrêt. Je lui disais que ce n'était rien. Je lui disais, face à moi, tu te bats contre une autre sorte d'animal. Voilà, le face-à-face spécial MMA, c'est fini pour aujourd'hui. D'ailleurs, c'était le dernier épisode de ces 2 magnifiques saisons passées à vos côtés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir tous ces arts martiaux. Entraînez-vous bien et puis surtout, à très bientôt sur Combat Sport pour de nouvelles émissions.